Alors, le bonheur est important. On pourrait trouver beaucoup de raisons, mais pour moi, il y en a deux essentielles. La première, c'est que le bonheur est humanisant. Humanisant, je veux dire par là, c'est que quand on est heureux, on a davantage de comportements prosociaux. Et un des moyens d'être plus heureux, c'est d'avoir davantage de comportements prosociaux. C'est-à-dire, pour dire les choses d'une manière un petit peu différente, les comportements prosociaux sont un antécédent, un facteur de bonheur, et en même temps une conséquence. Et on voit qu'à travers le bonheur, à travers le fait d'être un peu plus heureux, il y a la possibilité de construire une société qui est un peu plus harmonieuse, où on fait un peu plus attention aux autres. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que le bonheur est augmentable. S'il n'était pas augmentable, finalement, ça ne servirait à rien de s'intéresser au bonheur. Or, il y a des moyens d'être plus heureux, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Il y a, par exemple, lorsqu'on vit des événements négatifs, on a une baisse du niveau de bonheur, et puis le cerveau va faire en sorte que petit à petit, on revienne vers le niveau initial. C'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. Et ce mouvement-là existe aussi lorsqu'on vit des événements positifs. Donc on a un niveau de bonheur, événement positif, ce niveau augmente fortement, et puis adaptation hédonique, ce niveau va de nouveau diminuer pour revenir à peu près vers le niveau initial. Et la raison pour laquelle notre cerveau finalement ne nous laisse pas au niveau très haut de bonheur dans lequel on pourrait être suite à un événement positif, c'est tout simplement que lorsqu'on est dans des émotions fortes, que ce soit des émotions positives ou négatives, eh bien, on n'est pas très attentif aux stimuli extérieurs, ce qui est un danger. Et donc, le cerveau, qui est le fruit de notre évolution, son objectif, c'est pas qu'on soit le plus heureux possible, son objectif, c'est qu'on soit vivant, tout simplement. Imaginons une personne qui serait rentière et qui serait capable d'anticiper parfaitement ce quoi faire pour être le plus heureux possible, la plus heureuse possible, eh bien cette personne-là, parce qu'elle n'aurait pas de contrainte d'argent, serait plus heureuse que la même personne qui, elle, serait obligée d'aller travailler tous les jours pour gagner sa vie, tout simplement parce que, un, il y aurait une contrainte, et deux, les études montrent que le temps de travail fait partie des temps, en règle générale, les moins heureux. Donc l'économie du bonheur, c'est ça, on fait le lien entre la psychologie et l'économie, et finalement, si c'est une remise en cause de l'économie telle qu'elle a été développée dans le domaine scientifique depuis le dernier siècle, c'est en fait aussi un retour aux sources, puisque un concept majeur d'économie, c'est l'utilité. Et l'utilité, au départ, c'était un concept d'un philosophe anglais qui s'appelle Bentham. Et pour Bentham, l'utilité, c'était un flux de plaisir et de déplaisir. En même temps, il y a ce paradoxe d'Easterlin dont je parlais tout à l'heure, qui montre que plus de croissance, c'est pas forcément plus de bonheur. Et puis, il y a des études en psychologie où l'on voit que des situations où, en consommant moins, en ayant donc besoin de moins d'argent, en travaillant donc moins parce qu'on a besoin de moins d'argent, on peut être plus heureux. C'est par exemple la simplicité volontaire. Alors, un compte de bonheur, c'est tout simplement, on mesure le bonheur des citoyens, que ce soit, ça peut être au niveau local, ça peut être au niveau national. On peut faire un compte de bonheur dans un petit village, dans une grande ville, dans une région, dans un pays, au niveau de l'Union européenne. C'est à différentes échelles, donc. Donc, on mesure le bonheur des personnes. On agrège ces mesures, donc ça devient anonyme. Et donc ça, c'est un compte de bonheur. C'est-à-dire, on mesure le bonheur, donc on mesure une donnée subjective. Sachant qu'en psychologie, il y a tout un champ de recherche sur la psychométrie du bonheur, c'est-à-dire sur comment mesurer le bonheur scientifiquement. Et l'intérêt d'un compte de bonheur, c'est, en fait, le but, c'est pas de remplacer le PIB. C'est, à côté du PIB, de rajouter quelques autres indicateurs, et un compte de bonheur serait un indicateur en plus, avec une force particulière, c'est-à-dire que le PIB, c'est l'argent, c'est le flux d'argent, et c'est quelque chose d'extrêmement puissant,
au niveau psychologique. Et le bonheur, c'est aussi quelque chose de puissant. Donc ça pourrait être un indice, un indicateur au niveau politique. Ça peut être se poser la question de comment on partage le risque et le rendement. Risque et rendement, ce sont deux concepts majeurs de la finance. Comment partager risque et rendement pour construire une société plus heureuse.